Chapitre 2. Les Hautes-Alpes, c'était une idée de mon père. Vers la quarantaine, il s'était senti fatigué. Fatigué de tout. De Paris, du vacarme, des horloges, de son travail, des rendez-vous, du courrier, des discussions du téléphone et des têtes surtout. C'est ce qu'il disait du moins. Il était avocat, un bon métier, mais lui, il aurait voulu être sculpteur ou jardinier. Autre chose en tout cas. Sans vraiment rouler sur l'or, on était plutôt prospère. Un bel appartement dans le 16e, 2 voitures, des vacances au bout du monde dans les meilleurs hôtels. Mais pas commencer à dire que l'argent qu'il gagnait était trop cher payé. Il devenait nerveux et de plus en plus bizarre. Le matin, il oubliait toujours quelque chose. Son portefeuille, ses clés de voiture, sa serviette. Il remontait l'escalier en pestant, ravageait son bureau, se cognait aux meubles, repartait au pas de course pour revenir 2 minutes plus tard, et cette fois, c'était sa montre, ses papiers. Maman le regardait, inquiète, et ne disait rien. Il arrivait en retard à ses rendez-vous, les clients s'impatientaient, téléphonaient. Maman répondait « Ne vous en faites pas, il est en route !» Puis elle mettait la Traviata sur l'électrophone, mais on sentait bien que le cœur n'y était pas, et, à cette époque-là, elle avait cessé de chanter. Le soir, Pa rentrait, l'air hagard, sa cravate de travers. Il mangeait sans dire un mot, prenait de petites pilules multicolores. Puis il allait s'enfermer dans son bureau, et maman disait qu'il méditait et qu'il ne fallait pas faire de bruit. C'était seulement pendant les week-ends qu'il avait l'air de revivre. Il nous entassait dans la voiture et il partait au hasard. Il évitait les autoroutes, dont il avait horreur, et suivait des petits chemins de campagne qui serpentaient entre les buissons et parfois se terminaient en fondrière. On se retrouvait dans le Loiret ou en Normandie, au bord d'une mare. Les oiseaux triaient dans les arbres, les abeilles butinaient. Maman cueillait des fleurs, Noémie courait après les papillons, et moi je gambadais dans les sentiers. Pa, couché sur l'herbe, les bras en croix, regardait le ciel. Souvent il s'endormait, son chapeau rabattu sur le front. Au retour, pourtant, dès que nous atteignions la banlieue, il retrouvait son air sombre, et il fumait comme un démon. C'est alors, je m'en souviens, que Pa fut repris par sa passion pour la sculpture. Passion, c'était le mot de ma mère. Moi, d'abord, je pensais plutôt folie. Il avait transformé l'une des chambres de l'appartement en atelier, et il y avait installé un établi avec de petites machines électriques, car c'était le bois qu'il travaillait. Je savais que dans sa jeunesse, il avait suivi des cours aux beaux-arts, mais que son père n'avait pas tardé à contrarier une vocation qu'il jugeait peu raisonnable, en menaçant de lui couper les vivres. Pa s'était, semble-t-il, un peu débattu, mais il avait fini par capituler, et il s'était engagé dans des études de droit, pour la plus grande satisfaction de la famille. Cette vocation rentrée lui était pourtant restée en travers de la gorge. Et tout à coup, après 20 ans de ce qu'il appelait des loyaux services, il brûlait de prendre une sorte de revanche. Le soir, le repas à peine terminé, il filait vers sa tanière, et les moteurs se mettaient à ronfler. D'abord, comme s'il avait voulu exprimer les idées sombres qui lui couraient dans la tête, il avait créé une troupe de monstres, des insectes fabuleux à visage humain, pourvus de pinces et de dards, des nains griffus figés dans des postures grotesques, puis des pieuvres, des vampires, des momies. Ces œuvres de petit format, il les disposait sur des étagères où je les examinais avec un mélange de fascination et de crainte. Il m'arrivait aussi, lorsque Pa m'en donnait la permission, de m'approcher de l'établi, et je m'émerveillais de la précision de ses gestes lorsqu'il maniait les limes et les gouges pour achever un détail. Parfois, il faisait tourner la statuette dans la lumière. Il me demandait « Qu'est-ce que ça te dit ?»« C'est beau, mais ça me fait peur. »« Bon, il faut que ça fasse peur. »« Qu'est-ce que c'est ?» Il répondait « Un cauchemar. » ou « La reine de la nuit. » ou « Un scarabée pensif. » Cela ne m'avançait guère, je hochais la tête, je pensais aux histoires qu'il inventait pour m'endormir quand j'étais petit. Il finit par exposer dans quelques galeries, mais ce qui le lança surtout fut un jeu d'échecs aux pièces fantastiques, sur lequel il avait travaillé pendant des mois, et qui trouva aussitôt un amateur. Il semblait un peu moins préoccupé, mais il gardait un air absent, n'entendait pas ce qu'on lui disait, ou bien répondait au petit bonheur. Si ma mère ne s'était pas montrée vigilante, il aurait oublié, un jour sur 2, de partir au travail. Parfois il disait « J'étouffe », ce qui était sans doute une façon de parler,
Mais il lui arrivait aussi, littéralement, de perdre le souffle. Et c'était alors la main sur le cœur, suffocation, pilule. M'en s'affairait. Noémie et moi les regardions, consternés. Pas finissait par reprendre couleur. Ce n'est rien, ça passera. Ah, chienne de vie. J'avais à peine 10 ans à cette époque, et l'expression chienne de vie, qui ressemblait si peu à mon père, avait pour moi des résonances sinistres. Quelques conversations, surprises par hasard, nous laissaient supposer que les finances de la famille se détérioraient rapidement et que Pan ne se préoccupait guère d'y porter remède. Ma mère devenait de plus en plus soucieuse, et je lisais sur son visage comme l'annonce d'une catastrophe. Je l'aimais bien, la tante Agathe, mais, d'une certaine manière, elle a eu une bonne idée de mourir. Une crise cardiaque foudroyante. Une domestique l'a trouvée, assise dans un fauteuil, son chat sur les genoux. La tête à peine penchée, les yeux ouverts. Elle s'était bien tenue jusqu'au bout. Son notaire de mari était disparu depuis longtemps déjà. Elle n'avait pas eu d'enfant, et mon père était son neveu favori. Il allait souvent lui rendre visite, seul de préférence, car Maman déclarait, non sans raison d'ailleurs, que, nous autres, elle nous tolérait tout juste par politesse, et que nous ne faisions que jeter des ombres sur le charmant tableau. Lorsque nous accompagnions mon père, dans les grandes circonstances, Maman restait raide sur sa chaise et n'ouvrait pas la bouche. Je bâillais en regardant le plafond, et Noémie, toujours perverse, ne tardait pas à fourrager parmi les bibelots. Avec un sourire crispé, tante Agathe nous conduisait dans la bibliothèque et nous laissait en compagnie de la comtesse de Ségur et de Stevenson. « Soyez bien sages, disait-elle, lisez les belles histoires. » À peine avait-elle tourné le dos que Noémie dégringolait de son siège et que je me fourrais les doigts dans le nez. À la fin de sa vie, elle souffrait de rhumatisme, et le bruit de sa canne sur le parquet me terrifiait, comme celui de la jambe de bois dans l'île au trésor. Mais avec mon père, elle était tout miel. Elle l'appelait « mon petit Nicolas » et même « Nico », comme s'il avait été un gamin. Elle n'avait Dieu que pour lui, et je voyais bien que ça ne déplaisait pas à mon père. Il suffisait de le cajoler pas, et il était aux anges. Tout juste il ne se mettait pas à ronronner. Alors, on pouvait faire de lui ce qu'on voulait. Noémie le savait bien. Un soir qu'il était rentré très tard de l'une de ses visites à tante Agathe, Maman lui avait dit d'un ton maussade. « De quoi pouvez-vous bien parler pendant des heures ?»« De métaphysique, » avait répondu papa, un peu sèchement. Moi, j'avais demandé. « Qu'est-ce que c'est, la métaphysique ?»« Eh bien, la vie, la mort, l'éternité. »« Tout ça ?»« Oui, tout ça. » J'essayais d'imaginer pas, assis dans le grand salon, une tasse de café à la main, en train de discourir sur l'éternité avec tante Agathe. Finalement, à force de parler de l'éternité, elle avait tout légué à son petit Nicolas, sa maison de Neuilly, la villa de Cabourg, ses actions, ses bijoux et le chalet de Valmagne. À cette époque-là, pas était au plus sombre, mais tout à coup, à travers sa tristesse, il avait vu comme un signe du destin. On allait tout vendre, tout quitter, lâcher Paris et le travail. On irait s'installer dans le chalet où l'on vivrait de rien. Il s'en souvenait pour y avoir passé des vacances quand il était enfant. Un endroit merveilleux. Maman ne disait pas non, et moi j'étais tout excitée à l'idée de changer de vie. Dès la semaine suivante, nous sommes partis en reconnaissance. C'était le début de mai, les prairies se couvraient de fleurs. Des ruisseaux serpentaient dans les sous-bois et cascadaient sur les talus. Les sommets encore enneigés luisaient au soleil. Pa avait baissé la vitre de la voiture, et il conduisait pieds nus, ce qui est chez lui un signe d'allégresse. Il s'était même remis à sourire. Après avoir traversé Gap et suivi une route interminable qui gravissait les pentes entre les sapins, nous avons fini par atteindre le chalet. Il était là, perdu au milieu des forêts et des alpages. Une idée un peu folle de tante Agathe, qui du moins n'y passait que quelques mois pendant la belle saison. Et une idée beaucoup plus folle de mon père, puisqu'il voulait nous y installer à demeure. Mais, ce jour-là, nous ne voyions que le charme du décor, sans songer aux difficultés qui pourraient surgir. C'était un grand chalet de bois massif, comme on en bâtissait au début du XIXe siècle, et qui, sous son vaste toit à double pente, couvert de lauze,
abritait à la fois le logis, la grange, l'étable et les diverses remises. Il donnait une impression d'équilibre, d'harmonie et de solidité. Avec ses petites fenêtres bien alignées, la balustrade grossièrement sculptée de son perron et son tas de bûches sous l'auvent, il m'apparaissait tel que je l'avais imaginé en écoutant les récits de mon père. Je m'y voyais déjà, transformé en paysan, et libre de courir la montagne. Un lilas embaumait le jardin, envahi par des herbes folles. À notre approche, une volée d'oiseaux noirs s'éleva d'une pâture et alla se percher dans les sapins qui l'abordaient. Papa avait rapidement traversé la cour et ouvert la porte, les volets. L'intérieur sentait le moisi. Dans la cheminée, noircie par le feu, était resté un tas de cendres. Des rôdeurs avaient dû nous précéder, car une vitre était brisée à la fenêtre de la cuisine, et sur la table, il y avait une bouteille vide, des verres et des miettes. Mais semblait-il, les visiteurs n'avaient rien emporté. Pas allé de pièce en pièce, il reconnaissait tout. Il s'exclamait : « C'est là que je dormais, dans ce lit. » Le soir, l'oncle sonnait du corps. Agathe soupirait de bonheur. Elle était jeune alors, belle, des cheveux sombres. Elle m'apprenait les étoiles. Il était plein de souvenirs. Maman riait de le voir ragaillardi. Elle disait : « Oui, c'est ici qu'il faut vivre. » Nous sommes montés jusque dans le grenier. Il y avait encore du foin, de la paille, tout un fouillis de vieux meubles et de caisses. Agathe n'avait rien changé. Superstitieuse, elle prétendait qu'il fallait respecter l'esprit des lieux. C'était l'une de ses grandes théories, ça et la persistance des morts autour de nous. Une chouette, perchée sur une poutre, s'est mise à battre mollement des ailes, elle a penché la tête, nous a regardé un moment, puis elle a fermé les yeux. En septembre, Pa avait réglé ses affaires et nous étions installés à Valmagne. Aussitôt, il s'était mis à défricher le jardin, à tailler les haies, à couper du bois pour l'hiver. Il s'habillait de velours, se chaussait de bottes, et le grand air, le soleil de l'automne lui rougissait le visage. Il avait acheté un tracteur, une vache, une chèvre, des poules. Sébastien Jaule, qui savait tout, lui donnait des conseils et, de temps à autre, un coup de main. Quand il n'était pas au champ, Pa sculptait dans l'une des granges qu'il avait aménagées en atelier. Il avait commencé un autre jeu d'échecs et il travaillait sans se presser, disait-il, et pour son pur plaisir. Parfois, il lui arrivait de fredonner, penché sur son établi. Il avait fait élargir l'unique fenêtre afin qu'elle éclairât cette pièce où il passait une bonne partie de la journée. Les blocs de buis étaient d'abord dégrossis au tour électrique. Lorsque l'ébauche avait la dimension voulue, mon père la serrait dans un étau et il la sculptait à la main avec des ciseaux, des gouges et des limes de toute taille qu'il prenait devant lui sur un râtelier. Il retrouvait les gestes des artisans de jadis. Et s'il n'y avait pas eu, à l'arrière-plan, des petites machines modernes, peintes en rouge vif, on aurait pu se croire dans un autre siècle. À cette époque, il exécutait les premières pièces d'un jeu d'échecs de grande dimension, destiné à un collectionneur, le banquier suisse Tarmeyer. Ce dernier, ayant découvert quelques œuvres de mon père dans une galerie, avait éprouvé un tel enthousiasme qu'il avait aussitôt tenu à passer commande. Ses lettres, de plus en plus pressantes, et dans lesquelles il témoignait de son admiration, de son estime et de connaissances subtiles dans le domaine artistique, avaient séduit mon père, qui s'était mis à l'ouvrage. Des esquisses d'abord, car il n'aimait rien tant, son crayon à la main, que de se livrer à son imagination. Ensuite, ses dessins. Il les gardait sous les yeux tandis qu'il sculptait, mais plutôt pour s'en inspirer que pour les reproduire fidèlement. Et, un jour où je l'interrogeais, il m'avait répondu qu'il tenait à la liberté de suivre ce que lui suggérait une veine de bois, une ombre ou la fantaisie de l'instant. C'était un travail lent et patient, et qui avait sans doute quelque chose d'insensé dans un monde où l'on ne parlait que de rentabilité et de vitesse. Qu'un banquier en fût le commanditaire ne manquait pas de piquant, d'autant plus que Tarmeyer avait dans son milieu une réputation de réaliste. Cet homme de chiffres, doué en apparence d'un esprit froid et raisonnable, avait donc des faiblesses et des passions secrètes. Son goût pour les échiquiers, dont il possédait une collection considérable, était-il lié à un souvenir d'enfance, à l'image d'une personne, père, grand-père ou oncle, qui l'eût jadis initié ? Ce n'était pas improbable, mais Pa s'était bien gardé de l'interroger sur ce point. Tarmeyer avait offert un bon prix,
même si la minutie que mon père apportait à son travail ramenait son gain à des proportions modestes. En effet, il ne forçait pas l'allure, et lorsqu'il lui arrivait de s'ennuyer, il allait au jardin sarcler ou irriguer, ou bien il s'asseyait près de son poêle, un livre sur les genoux. Les œuvres de mon père, je les admirais beaucoup, et un jour, je lui demandai, de manière plus prosaïque, combien pouvait coûter un tel jeu. Il me cita un chiffre qui me parut considérable, mais je songeai que si le banquier était assez passionné pour payer cette somme, il n'hésiterait pas en cas de nécessité à dépenser plus encore. Je le fis remarquer à mon père, qui me regarda d'un air surpris. « Il est tellement riche !» ajoutai-je. « Sans doute, mais je lui ai demandé le juste prix, et c'est bien comme cela. D'ailleurs, qu'est-ce que nous ferions de tout cet argent? Nous avons tout ce qu'il nous faut. On pourrait acheter des tas de trucs, une télévision toute neuve, une autre voiture. Celle que nous avons marche très bien. Et puis tu sais, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. » Je dis, ça n'empêche rien, en faisant l'amour. Mes camarades à l'école parlaient souvent de ce qu'on gagnait dans leur famille, du prix des voitures, des maisons, des objets qu'ils possédaient, et ce n'était sans doute que le prolongement des conversations qu'ils entendaient chez eux. Au chalet, en revanche, il n'était pour ainsi dire jamais question d'argent. Ou alors, c'était sur un point précis, et ni mon père ni ma mère ne s'y attardaient. J'étais d'ailleurs un peu surpris de leur attitude, et devant les autres, je souffrais parfois de ce que nous vivions non pas pauvrement, certes, mais modestement. On est comme cela à cet âge. Par moments, on voudrait ressembler à tout le monde. Et mes parents, je les aimais bien, mais je les trouvais plutôt bizarres. Pa avait posé son outil, il avait remonté ses lunettes sur son front, et il me regardait avec un sourire un peu triste. « Moi, quand je serai grand, je gagnerai beaucoup d'argent, lui dis-je, sans trop y croire. » Il eut un geste las de la main. « Peut-être, dit-il. Peut-être, pourquoi pas? J'espère simplement que cet argent ne te coûtera pas trop cher. » C'était cela, mon père, un dinosaure, comme auraient dit les autres dans leur jargon d'écolier. Et je les imaginais levant les yeux au ciel ou haussant les épaules s'il avait entendu. Ce jour-là, je m'en souviens, au début de l'automne, il avait un peu neigé. Un feu de copeaux ronflait dans le poêle. Des merles chahutaient dans le buisson de lierre. Pa avait pris la statuette entre ses doigts, et l'approchant de ses yeux, il l'avait fait pivoter lentement dans la lumière. De son côté, Maman s'occupait de la maison, ou bien elle faisait des confitures avec les fruits du verger, en écoutant ses opéras. Jamais je ne l'ai vue aussi gaie qu'à cette époque. Elle affirmait que toute sa vie, elle avait voulu habiter dans une forêt. Quant à Noémie et moi, nous allions à l'école du village. L'autocar venait nous prendre chaque matin au portail et nous rentrions à la nuit. Nous profitions des jours de congé pour mener les bêtes à la pâture ou pour explorer les environs. En dehors des geôles et de quelques bûcherons, on ne voyait pour ainsi dire personne. « Le bout du monde !» s'exclamait mon père avec une sorte de jubilation. Et je le soupçonnais de regretter de n'avoir pu s'installer encore plus loin, plus haut, vers ces alpages où, dans la rumeur des torrents, sifflaient les marmottes et couraient les dernières hordes de bouquetins. En un temps où les hommes s'entassaient dans les villes, il y avait là quelque chose de paradoxal, comme si Pa avait choisi de prendre l'époque à rebrousse-poil. Fallait-il qu'il les détestait pour mettre entre le monde et nous de telles distances? C'est ce que je me disais alors, mais lorsque j'y songe maintenant, il me semble que ce n'était pas de la haine, ou que du moins, il avait vite dépassé ce sentiment. Ce qui ressortait de ses propos, c'était plutôt la paisible affirmation d'une différence. Il avait fait sécession, voilà tout. La route asphaltée s'arrêtait brusquement devant notre cour, comme si la civilisation nous avait offert, du bout des doigts, ce dernier cadeau. Ensuite commençait un chemin forestier qui serpentait entre les sapins et les mélèzes, desservant les prairies de Sébastien et les plantations de l'État, où chaque été, des bûcherons exploitaient quelques coupes. Après 5 ou 6 kilomètres, cette route, elle aussi, s'interrompait, laissant place à une piste muletière qui gravissait en lacet les pentes abruptes au-dessus du torrent et peu à peu s'arrachait à la forêt pour gagner les alpages. À la belle saison, Pa nous y entraînait dans des courses de plus en plus longues, et si au début, le souffle court, les mollets douloureux, nous avions quelque peu rechigné, nous nous étions vite pris au jeu, et nous trouvions plaisir à le suivre. Il marchait devant nous, en short, avec son sac à dos et son bâton ferré, juvénile, infatigable. Parfois, il s'arrêtait pour nous montrer du doigt le paysage.
ou bien c'était un oiseau, une fleur, une pierre. Il les nommait, s'extasiait des formes, des couleurs, comme s'il les avait vues pour la première fois. C'est cela la beauté, l'harmonie, la perfection, disait-il. Il n'y a rien à ajouter, il suffit d'ouvrir les yeux. Et en effet, il ne nous faisait pas de discours, mais restait là, accroupi, à caresser un pétale ou la veine d'une roche. À cette époque, je l'avoue, il m'arrivait d'avoir un peu honte de lui, et je surveillais le sentier, de peur qu'un promeneur ne le surprît dans cette posture. Il était comme cela, mon père, sensible, enthousiaste, exalté, en proie à des émotions qu'il tenait à nous faire partager. Il m'a appris à voir, je le sais maintenant, et si je possède un regard assez aigu et la mémoire de ce qui m'a touché, c'est à lui que je le dois. Souvent, nous montions jusqu'à la maison du berger, à l'endroit où la piste atteignait un vaste cirque herbeux entre les sommets. Nous faisions halte quelques instants. Nous posions nos sacs près de la fontaine. Je me souviens de l'eau glacée contre mes mains, de l'ombre fraîche des mélèzes, de l'odeur de suin du bercail. Lorsque Gaspard, le berger, n'était pas sur les pentes avec ses bêtes, il venait nous rejoindre. Il s'asseyait près de nous sur une pierre. « Alors, quoi de neuf en bas ?» demandait-il en roulant une cigarette. Il avait la soixantaine, une courte barbe grise, des yeux d'un bleu étonnant. Je regardais ses grosses mains habiles à disposer le tabac dans le papier. Paul lui donnait des nouvelles du village, où il ne descendait que tous les 15 jours avec son âne pour se ravitailler. Mais vite, ils se mettaient tous deux à parler de la montagne, du temps, des plantes, de je ne sais quoi. Ils étaient intarissables. Je finissais par aller rôder dans les buissons, à la recherche de framboises. Noémie jouait avec le chien. On entendait les grelots des moutons dans les pâtures, et plus loin, la rumeur du torrent. Pa était aux anges. Il avait trouvé son bon sauvage, et plus tard il nous dirait « Quel homme ! Il aurait beaucoup à apprendre à nos savants. Vivre là, avec les étoiles. Ah, si j'étais seule, je me ferais berger. » Man hochait la tête et souriait avec indulgence. Elle avait entendu 100 fois ce discours. C'est Gaspard qui nous a raconté l'histoire du hameau, abandonné depuis près d'un siècle, et dont ne subsistait que la petite maison qui, l'été, lui servait de refuge. Des paysans avaient vécu là, 5 familles, dans les chalets qui, désormais en ruine, se confondaient avec les rochers et la broussaille. L'hiver, sous la neige, ils étaient retranchés du monde. Ils n'avaient que leurs provisions et le fourrage pour leurs bêtes. Un homme, qui savait lire et écrire, accueillait les enfants dans sa cuisine, et il leur apprenait ce qu'il pouvait. À la belle saison, l'instituteur, en bas, ferait le reste, mais les écoliers devraient alors marcher des heures sur le sentier, se levant à l'aube et ne rentrant qu'à la nuit. Ils avaient tenu comme cela, de père en fils, pendant des générations. Mais une nuit de décembre, vers les années 20, disait le berger, une avalanche avait détruit la plus grande partie du hameau. Une vieille, se réveillant en sursaut, avait crié « J'entends la neige qui craque !» Vite, elle avait averti le reste de la famille, et ils s'étaient réfugiés sous les voûtes de la bergerie au milieu du troupeau. C'est ce qui les avait sauvés, mais d'autres, surpris dans leur sommeil, avaient été ensevelis. Les survivants, découragés, avaient fini par quitter leur terre pour se replier vers la vallée. Voilà ce que nous disait le berger, et pour moi qui l'écoutais, c'était comme une histoire fabuleuse. J'y ai souvent songé depuis, et je crois maintenant qu'elle était l'annonce des épreuves que 100 ans plus tard nous allions subir, de manière alors imprévisible. Mais en ce temps-là, j'étais insouciant, et je me contentais d'imaginer ces écoliers de jadis qui, avec leurs galoches, leurs pèlerines et leurs cartables, suivaient le sentier entre les gouffres. Nous aussi nous vivions sur cette montagne, et le paysage n'avait pas dû beaucoup changer, sinon que le hameau était tombé en ruine. Mais bien sûr, nous avions une existence tellement plus facile. Oui, je me souviens des premières années à Valmagne comme d'une période de vrai bonheur. Et lorsque cette étrange neige de février vint nous surprendre, c'était notre 3e hiver.